Bonjour à tous et bienvenue à cette session de questions-réponses sur les projets de partenariat de coopération et les projets de partenariat simplifié qui fait suite au webinaire qui est disponible sur la chaîne YouTube et le site de l'agence Erasmus+. Cette session a pour but d'apporter un maximum de réponses aux questions qui nous sont parvenues via le formulaire ou par email. Information importante, les webinaires ont été enregistrés avant la parution du guide en français et certaines traductions ont changé. Ainsi, les partenariats à petite échelle sont devenus les partenariats simplifiés. Nous emploierons donc ce terme pendant ce webinaire, mais cela fait bien référence au même projet que ceux présentés comme partenariat à petite échelle dans le webinaire sur l'action clé 2. Voici le sommaire de cette session. Après une rapide introduction, nous apporterons des précisions sur chaque type de partenariat. Commençons par quelques informations générales. Dans le cadre des partenariats en soutien à la coopération, la Commission européenne a fixé des grandes priorités. Les candidats sont invités à proposer des projets qui répondent au minimum à une priorité transversale ou une priorité sectorielle. Débutons avec les 4 priorités transversales que vous voyez à l'écran, donc l'inclusion et la diversité, l'environnement et la lutte contre le changement climatique, la transformation numérique et les valeurs communes, l'engagement civique et la participation. Les projets de partenariat s'inscrivant dans ces priorités transversales et ayant sélectionné l'une d'elles comme priorité principale dans le formulaire de candidature obtiendront 3 points supplémentaires au titre du critère d'évaluation pertinence du projet, donc sur 30 points maximum, dès lors que ces 2 conditions auront été remplies. Les 2 conditions étant bien, sélectionner donc la priorité dans le formulaire et présenter un projet qui répond, qui traite réellement de cette priorité. Les projets en soutien à la coopération peuvent également s'inscrire dans des priorités sectorielles. Ici, pour nous, sur le secteur de l'enseignement scolaire, vous en voyez quelques-unes à l'écran, comme par exemple la lutte contre les inégalités en matière d'apprentissage, le soutien aux enseignants, la mise au point de systèmes de qualité pour l'éducation et l'accueil des jeunes enfants, etc. Ensuite, une question concernant le budget qui sera alloué au partenariat pour la coopération. Sachez qu'il est possible sur le site de l'agence Mon Projet Erasmus+.fr d'aller consulter le budget qui sera donc alloué à ces projets-là. Donc, vous voyez ici sur Mon Projet Erasmus+, si vous allez donc sur la page de l'accueil, Erasmus+, financement. Vous voyez donc ici tous les financements disponibles pour l'appel à proposition 2021. Et donc, en ce qui concerne les partenariats, vous voyez ici un partenariat de coopération, 15 millions d'euros. Et pour les partenariats à petite échelle, donc les partenariats simplifiés, un budget disponible de 3 millions d'euros. Donc, question suivante. Vous nous avez demandé si le deuxième appel à proposition pour les partenariats simplifiés qui était mentionné dans le guide du programme, est-ce que cet appel allait être ouvert par l'agence française? Donc, pour rappel, les candidatures du premier round doivent être soumises au plus tard le 20 mai à midi. Et il y aura bien par la suite un deuxième round, mais uniquement pour les partenariats simplifiés. Et la date de clôture est fixée au 3 novembre 2021. Nous vous rappelons que ces dates sont fixes. Toute candidature soumise après l'heure limite ne pourra être évaluée. Et afin d'éviter tout risque technique, on vous le dit un petit peu chaque année, donc nous vous conseillons vraiment d'anticiper, de ne pas soumettre votre candidature au dernier moment. Alors, différentes questions ensuite pour ce qui concerne l'éligibilité des établissements sur les partenariats. Donc, une première question qui concerne les universités. Est-ce qu'une université peut participer à un partenariat simplifié? Comme vous avez dû le remarquer, il n'y a pas de partenariat simplifié sur le secteur de l'enseignement supérieur. Mais est-ce que donc ces établissements peuvent participer sur d'autres secteurs? Donc, pour nous ici, sur le secteur de l'enseignement scolaire, eh bien, la réponse est oui. Comme nous vous l'avons expliqué dans le webinaire, une université peut tout à fait participer en tant que coordinateur ou partenaire d'un projet sur le secteur de l'enseignement scolaire, tant que sa participation et le projet est bien pertinent. Donc, les règles d'éligibilité sont beaucoup plus perméables sur les partenariats que sur la mobilité.
Ainsi, à sa seconde question, est-il possible d'inclure dans un même partenariat des établissements d'enseignement général et des établissements d'enseignement et de formation professionnelle? La réponse est bien oui. Il faudra tout de même sélectionner le secteur éducatif dans lequel s'insère le projet en fonction des priorités auxquelles votre projet entend répondre. Enfin, dernière question ici, est-ce que l'accréditation est nécessaire pour déposer un projet de partenariat? Eh bien non, hein. Pour l'accréditation, elle ne concerne que l'action clé 1 mobilité. Donc, c'est différent sur le secteur de l'enseignement scolaire de ce qui est en vigueur sur l'enseignement supérieur, où la charte ECHE est en revanche bien nécessaire pour tous les établissements qui déposent ou participent à tout type de projet. Passons maintenant à une question qui est récurrente concernant ces projets de l'action clé 2, à savoir qui reçoit les financements une fois le projet sélectionné. C'est bien la structure coordinatrice du projet déposé qui reçoit l'intégralité des financements. C'est ensuite à elle de répartir ces financements entre les différents partenaires. Pour poursuivre sur ce thème, les partenaires devront se mettre d'accord sur la répartition des financements selon leurs besoins. Nous vous conseillons donc de faire des sous-contrats afin que tous les partenaires soient bien au clair dès le commencement du projet sur la part de subvention qui leur revient et sur les activités de chacun. Des mandats engageant chacun des partenaires doivent donc être joints à la candidature. Nous allons maintenant entrer dans le détail des questions qui concernent plus spécifiquement les partenariats de coopération. Donc l'action clé 210. Alors, concernant les activités possibles, vous êtes interrogé sur la durée minimale des activités d'apprentissage et de formation. Il n'y a pas de durée minimale indiquée dans le guide. Nous estimons donc qu'à partir de 1 jour, l'activité peut être éligible tant qu'elle est pertinente pour répondre aux objectifs du projet. Ensuite, concernant le lieu des activités, vous nous avez demandé, dans le cas d'un projet qui implique des partenaires hors pays programme, ces pays qu'on dit tiers ou pays partenaires, est-ce qu'il est possible que les activités aient lieu de et vers ce partenaire? Donc, c'est en effet possible à partir du moment où la participation de ce partenaire est justifiée au regard des objectifs du projet. Alors, le partenaire en question peut participer et peut accueillir au même titre que n'importe quel autre partenaire du projet. Vous nous avez ensuite demandé s'il était obligatoire d'avoir des livrables dans un partenariat de coopération. Comme vous avez pu le remarquer sur le formulaire, la demande de financement pour les résultats de projet, ce qui s'appelait avant donc les productions intellectuelles, est en option. Il n'est donc pas obligatoire de solliciter des fonds pour cette activité. En revanche, la description des attendus pour les partenariats de coopération explique bien que les projets doivent aboutir à des résultats tangibles, concrets, transférables et innovants. Attention donc à bien expliquer dans votre candidature quels sont les résultats attendus, que la ligne budgétaire dédiée soit sollicitée ou non. Alors, un petit focus maintenant sur ce que l'on appelle le soutien inclusion. Vous nous avez demandé si ce soutien inclusion s'appliquait également aux partenariats de coopération, donc à tous les projets de partenariat et pas seulement à la mobilité. Et donc, la réponse est oui. Ce soutien inclusion s'applique pour les activités qui impliquent de la mobilité, c'est-à-dire pour les activités d'apprentissage, d'enseignement et de formation, et à la condition, bien sûr, que vos participants répondent aux critères de l'inclusion que l'on va vous présenter juste après et qui sont définis dans la publication qui est parue au BON le 22 avril. Donc, je poursuis. Comme vous l'avez compris, l'inclusion est une priorité phare du programme Erasmus+ 2021-2027 et cette priorité vise vraiment à amplifier la participation des personnes les plus fragiles et les plus éloignées de la mobilité. Donc, on va clarifier ici ensemble les différents publics prioritaires et les publics qui peuvent bénéficier du forfait inclusion. Donc, vous le voyez ici, il y a tout d'abord dans le guide du programme des publics qui sont mentionnés comme les publics ayant moins d'opportunités. Il y a 8 types d'obstacles à l'égalité des chances et à l'égalité d'accès qui sont listés dans ce guide. Et donc, au niveau du guide Erasmus, ce sont donc les publics qui répondent à ces différents obstacles, qui rencontrent ces obstacles, qui sont les publics qui ont moins d'opportunités.
Ensuite, il existe 2 dispositions particulières sous forme d'aide financière pour encourager et favoriser la participation de ces publics. Donc, au niveau de la France, le choix a été fait de traduire ces 8 obstacles en 9 critères qui s'appliquent au contexte national et qui permettent de bénéficier du versement d'un complément financier forfaitaire inclusion de 100 € pour les personnels ou pour les élèves. Donc, vous voyez la liste ici qu'on va vous montrer en détail tout à l'heure, mais on vous l'avait déjà présentée, donc on ne va pas rentrer vraiment dans le détail. Vous pourrez y avoir accès en voyant cette présentation. Donc, il y a également la possibilité d'avoir un complément financier sur la base de frais réels qui sera prioritairement versé pour les participants qui sont dans une situation de handicap ou d'affection de longue durée, comme vous pouvez le voir ici à l'écran. Donc, je vous l'ai dit, hein, ici, vous avez à l'écran les différents types de personnes en fait, et de situations qui permettent d'obtenir le complément financier forfaitaire inclusion. Vous le retrouvez dans le BON qui est paru le 22 avril. Passons maintenant au partenariat simplifié. Donc, quelles sont les activités et comment saisir le budget pour ces projets, donc partenariat simplifié, action clé 220. Alors, tout d'abord, concernant les activités éligibles, vous nous avez demandé s'il était possible de prévoir dans un partenariat simplifié des activités de mobilité, donc d'apprentissage de groupes d'apprenants, donc dans le cadre de ces projets. Donc, en effet, c'est possible, au même titre que pour les partenariats de coopération, de prévoir de la mobilité au sein des partenariats, aussi bien donc de la mobilité d'élèves ou de la mobilité de personnel. Plus largement, toute activité qui répond aux objectifs de votre projet est éligible. Il est d'ailleurs très important et nous vous recommandons de prévoir dès en amont l'ensemble des activités qui pourront nécessiter un financement dans votre projet. Le tout en repensant bien donc, au rouage qu'on a vu lors du webinaire, c'est-à-dire que ces activités doivent répondre à ces différentes phases du projet, à savoir le management du projet, donc toutes les activités de coordination, de planification, les activités de mise en œuvre, les réunions de travail, les productions, etc., et les activités de diffusion et de valorisation du projet. Une autre question concernant donc les réunions transnationales. Donc, la question était, dans un partenariat simplifié, les réunions transnationales doivent-elles se tenir en présentiel? La réponse est donc non, bien entendu. Si vous avez donc prévu des activités, des réunions transnationales à distance, elles sont tout à fait éligibles. Vous pouvez le mentionner d'ailleurs dans votre candidature. À savoir, bien sûr, il n'y aura pas de financement de voyage pour ces activités-là, puisqu'elles ont lieu à distance, mais vous pouvez, par exemple, prévoir du budget pour l'achat d'une licence pour un outil, par exemple, de visioconférence, le cas échéant. Enfin, donc, des questions donc, pour calculer le budget du projet de partenariat simplifié. Donc, vous avez été nombreux à nous interroger sur ce nouveau mode de construction budgétaire. C'est en effet une nouveauté, mais elle doit vous permettre de coller au mieux à vos besoins et vous laisser le plus de liberté possible dans l'élaboration de votre projet et dans la formulation de vos besoins financiers propres à votre projet. Vous nous avez demandé si c'était possible, par exemple, pour les activités qui impliquent une mobilité, de s'appuyer sur les forfaits existants pour les autres projets Erasmus. Donc, en effet, oui, bien sûr, vous pouvez utiliser les forfaits pour estimer les frais de voyage, donc frais de voyage, frais de séjour. Pour votre projet, ce n'est pas une obligation, mais c'est possible de le faire. Sachez que l'agence a mis à disposition un guide pour vous aider. Alors, voilà comment le trouver. Donc, nous allons aller sur le site Mon projet Erasmus encore. Donc, nous voilà sur l'accueil Mon projet Erasmus+. Donc, si on consulte donc, les partenariats, vous pouvez donc vous rendre ensuite donc, sur le secteur scolaire. Là, donc, nous sommes sur les partenariats simplifiés. Et donc, en se rendant ici, vous retrouvez toutes les informations utiles à votre candidature, le guide du programme, l'appel à proposition, la publication au BON que mentionnait Agnès tout à l'heure. Et donc, si vous allez dans la partie 2, vous avez partie 1, préparation de la candidature, partie 2, dépôt de candidature. Et quand vous vous rendez ici, vous avez donc plein d'informations utiles à votre candidature et vous avez ici dans la rubrique « Pour vous aider » un guide d'aide à la construction du budget de partenariat, ici,
que vous pouvez consulter et qui vous aidera à construire au mieux votre budget de partenariat simplifié. Alors, nous avons terminé sur cette présentation de questions-réponses donc sur les partenariats, enfin les projets de partenariat de coopération et partenariat simplifiés. Nous vous remercions pour votre attention. Sachez que donc, toutes les questions qui nous ont été posées ainsi que celles qui arriveront seront mises prochainement à disposition sur une FAQ sur le site Mon Projet Erasmus+. En attendant, pour toute question complémentaire donc, sur le secteur de l'enseignement scolaire, n'hésitez pas à nous contacter donc à l'adresse qui s'affiche à l'écran promotion.scolaire@agenceerasmus.fr. Merci beaucoup. Merci à tous.